Il existe, dans le sud-est de la Turquie, une colline qui n'aurait jamais dû exister. Sous sa terre dorment des pierres si anciennes que, lorsqu'on a enfin réussi à les dater, le chiffre obtenu apparut tellement impossible que les premiers archéologues à l'entendre ont cru à une erreur de mesure. Pas une erreur de quelques siècles. Une erreur de plusieurs milliers d'années. Ces pierres, dressées et sculptées avec un soin stupéfiant, sont plus vieilles que la roue, plus vieilles que l'écriture, plus vieilles que la première brique jamais moulée par une main humaine. Elles sont même plus vieilles que l'agriculture. Et c'est bien cela qui, pour beaucoup de chercheurs, n'avait aucun sens. Car selon tout ce qu'on croyait savoir, des gens incapables de cultiver un champ n'auraient jamais dû pouvoir bâtir une telle chose. Cette nuit, je vais te raconter cette colline. Je vais te raconter comment on l'a découverte, ce qu'on y a trouvé, et pourquoi ce qu'on y a trouvé a forcé l'humanité à se reposer une question qu'elle croyait résolue depuis longtemps, la question de ses propres origines. Reste avec moi, et avant la fin de cette histoire, tu connaîtras le nom de cette colline, le nom de l'homme qui y a consacré sa vie, et surtout, tu sauras pourquoi ce lieu pose une énigme que personne, à ce jour, n'a refermée pour de bon. Une énigme qui, chose troublante, te concerne, toi, allongé ici ce soir, plus que tu ne le crois encore. Mais commençons par l'histoire qu'on t'a apprise. Car pour comprendre le vertige, il faut d'abord connaître la version sage, raisonnable, celle qui figure dans presque tous les livres. Voici comment, longtemps, on a raconté la naissance de la civilisation. Au début, dit-on, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils erraient par petits groupes, suivant le gibier et les fruits qui mûrissent, sans demeure fixe, sans champ, sans grenier. Le monde était vaste, et les hommes y étaient rares. Puis, un jour, quelque part au Proche-Orient, certains d'entre eux ont remarqué que les graines qu'ils ramassaient pouvaient, plantées en terre, donner d'autres plantes. Ils ont appris à semer. Ils ont appris à récolter. Et ce geste, ce simple geste de confier une graine au sol, aurait tout déclenché. Car avec l'agriculture, dit la vieille histoire, vient l'abondance. On n'a plus besoin de courir derrière le gibier, la nourriture pousse là où on l'a semée. Alors on cesse d'errer. On se fixe. On bâtit des maisons, puis des villages. On stocke le grain dans des greniers, ce qui crée des réserves, des surplus, des richesses. Et ce n'est qu'à partir de là, une fois le ventre rempli et le toit posé, qu'apparaît enfin tout le reste. Les chefs, parce qu'il faut bien partager les réserves. Les artisans, parce que certains peuvent désormais ne plus produire eux-mêmes leur nourriture. Et puis, tout au bout de la chaîne, le luxe suprême, la religion, les temples, les monuments. D'abord le grenier, ensuite l'autel. D'abord le pain, ensuite les prières. C'était l'ordre des choses, net, logique, presque évident. Et c'est cet ordre, exactement, que la colline du sud-est de la Turquie allait faire voler en éclats. Mais je vais trop vite. Reviens d'abord avec moi sur cette colline, telle qu'elle était il y a peu, avant qu'on ne sache rien. Imagine un paysage d'eau plateau, ocre et sec, balayé par le vent, au-dessus d'une vaste plaine. Une bosse arrondie se détache à l'horizon, douce, sans relief spectaculaire, couverte d'herbes rases et de cailloux. Rien, absolument rien, ne signale ce qu'elle cache. Des bergers y ont mené leurs bêtes pendant des générations sans soupçonner quoi que ce soit. Un mûrier solitaire pousse à son sommet. Et çà et là, affleurant à peine du sol, quelques blocs de calcaire pâle, dont les bords arrondis pourraient passer pour de simples pierres usées par les siècles. Des chercheurs sont même passés par là, autrefois, et ont jeté un œil distrait sur ce champ. Ils ont noté la présence de fragments de pierres cassées, et ont conclu, sans creuser, qu'il s'agissait sans doute des restes d'un cimetière abandonné, médiéval peut-être. Rien qui mérite qu'on s'attarde. Ils ont rangé leurs carnets et sont repartis. Ils ont marché, sans le savoir, sur l'une des plus grandes découvertes de toute l'archéologie. Et ils l'ont laissé derrière eux, endormi, pour des décennies encore. Puis, en 1995, un homme est monté sur cette colline. Un archéologue venu d'Allemagne, qui travaillait avec l'Institut archéologique allemand, et qui s'appelait Klaus Schmidt. Il connaissait déjà la région, il y avait fouillé d'autres sites, et il était venu vérifier, sans trop d'espoir, cette vieille mention d'un champ semé de pierres cassées. Mais lui, à la différence de ceux qui l'avaient précédé, savait quoi regarder.
Quand il s'est penché sur ces blocs de calcaire qui affleuraient à peine, quand il a vu leur forme, leur taille, la façon dont ils étaient travaillés, quelque chose s'est figé en lui. Ces pierres n'étaient pas des tombes médiévales. Elles n'étaient pas non plus de simples rochers. Elles avaient été taillées, façonnées, dressées par des mains humaines, et tout, dans leur allure, criait une ancienneté qu'il osait à peine envisager. On raconte qu'il a compris, ce jour-là, qu'il se trouvait devant un choix. Il pouvait redescendre, se taire, faire comme s'il n'avait rien vu. Ou bien il pouvait rester, et consacrer le reste de sa vie à cette colline. Il est resté. Et c'est là que tout commence. Mais avant de te dire ce qu'il a trouvé, il faut que tu mesures d'abord la patience qu'il a fallu pour le trouver. Car on n'arrache pas ses secrets à la terre d'un coup de pelle. Et Schmitt et son équipe ont commencé à creuser avec une lenteur extrême, par couches minces, centimètre par centimètre, brossant la poussière, notant chaque éclat, chaque os, chaque graine, chaque changement de couleur dans le sol. L'archéologie n'est pas une chasse au trésor. C'est une lecture. La Terre est un livre dont chaque page est une couche de sédiments, et plus on descend, plus on remonte dans le temps. Une page mal arrachée, c'est un chapitre de l'histoire humaine perdue pour toujours. Alors ils ont pris leur temps. Des semaines, des mois, à dégager la pente sans rien savoir encore de ce qui les attendait dessous. Et peu à peu, à mesure que la terre s'effaçait, des formes ont commencé à émerger de l'ombre. D'abord des sommets de pierre, puis des fûts entiers, puis l'impensable. Car ce qui est sorti de cette colline n'était pas une pierre isolée. C'étaient des dizaines de piliers de calcaire, monumentaux, dressés droit vers le ciel. Certains atteignaient la taille d'un homme. D'autres le dépassaient de 3 hauteurs. Les plus grands montaient à 5 mètres, peut-être plus, et pesaient plusieurs tonnes chacun. Imagine maintenant la première question qui a dû marteler l'esprit de ceux qui les dégageaient. Qui a fait cela? Avec quels outils? Comment des pierres pareilles, qui pèsent autant qu'une dizaine d'hommes, ont-elles pu être taillées, déplacées, redressées? Et surtout, la question qui n'allait plus les lâcher. À quelle époque? Car plus ils dégageaient, plus une certitude inquiétante s'installait. Ce site était vieux. Très, très vieux. Mais ils n'avaient encore aucune idée de l'ampleur du gouffre de temps qu'ils étaient en train d'ouvrir sous leurs pieds. Regarde ces piliers de plus près, comme l'a fait l'équipe de Schmitt, et l'étrangeté s'épaissit encore. Car ce ne sont pas de simples blocs dressés. Chacun des grands piliers a la forme d'un T. Un long fût vertical, et par-dessus, à angle droit, une large dalle horizontale, posée comme une tête sur des épaules. Et ce n'est pas un caprice de la pierre, pas un hasard de la taille. C'est voulu, répété, systématique, sur des piliers après des piliers. Quand on s'approche, le malaise grandit. Sur le flanc de certains de ces T, gravés en relief dans le calcaire, on distingue 2 longs bras qui descendent le long du fût. Et au bas de ces bras, ramenés sur ce qui serait le ventre, 2 mains aux doigts allongés, qui semblent presque se rejoindre. Plus bas encore, une ceinture qui fait le tour de la pierre, et ce qui ressemble à un vêtement, une étoffe ou une peau retombante. Comprends-tu ce que cela signifie? Ces piliers ne sont pas seulement des pierres. Ce sont des corps. Des êtres stylisés, immenses, dépouillés de visage, réduits à leur silhouette essentielle, mais à n'en pas douter des présences. Quelqu'un a voulu peupler cette colline de géants debout. Et arrête-toi sur ce que ces géants ne montrent pas, car c'est aussi éloquent que ce qu'ils montrent. Ils ont des bras, des mains, une ceinture, un vêtement. Mais ils n'ont pas de visage. Là où devrait se trouver une figure, sur la large dalle du T qui leur tient lieu de tête, il n'y a rien. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de traits. Une surface lisse, anonyme, tournée vers le centre du cercle. Ce vide n'est pas un oubli, ni maladresse de sculpteur qui aurait su, par ailleurs, ciseler un renard avec une précision saisissante. C'est un choix. Et ce choix est troublant. Représenter un être en lui refusant un visage, c'est peut-être signifier qu'il n'est pas tout à fait humain. Qu'il est plus grand, plus ancien, plus étrange. Un ancêtre fondateur, un esprit, une puissance sans nom. On ne sait pas qui il figure, ces géants sans regard. Mais leur silence même, leur face vide tournée vers toi, a quelque chose de saisissant, comme s'ils refusaient de livrer leur identité, comme s'ils gardaient, jusque dans la pierre, le secret de ce qu'ils étaient.
Tu peux passer devant eux des heures, ils ne te diront rien. Ils se contentent de se tenir là, debout, immenses, à veiller sur un seuil d'où nous avons perdu la clé. Et l'on a fini par comprendre que ces deux géants centraux ne sont pas tournés vers le dehors, comme on protégerait une frontière, mais l'un vers l'autre, comme deux êtres en silencieux face à face, séparés de quelques pas seulement. Tout autour d'eux, les piliers plus petits, fichés dans des murs bas de pierrailles, regardent vers le centre, vers ce couple de gardiens. L'ensemble forme un cercle, une enceinte fermée, un espace clos qu'on ne traverse pas par hasard. Et il y a plusieurs de ces cercles emboîtés, juxtaposés, certains plus anciens que d'autres, parfois bâtis les uns par-dessus les autres au fil des générations. Ce n'est pas un sanctuaire figé, achevé d'un coup. C'est une œuvre qui a vécu, grandi, changé, sur des siècles, comme un être qui mue. Et au cœur de chacun de ces espaces clos, les deux mêmes géants sans visage, face à face, gardent un secret qui nous échappe encore. Et ces géants ne sont pas seuls. Tout autour d'eux, sur les fûts, sur les dalles, le calcaire grouille de vie sculptée. Des animaux, partout, des dizaines d'animaux, taillés en relief avec une précision qui coupe le souffle quand on songe aux outils de l'époque. Voici un renard, le corps tendu, bondissant, gravé en plein élan. Voici un sanglier massif, les défenses sorties, l'échine hérissée. Voici des serpents, plusieurs, qui ondulent côte à côte et descendent la pierre comme une cascade d'écailles. Sur les dalles hautes, des oiseaux aux longues pattes, des grues, et des vautours aux ailes déployées. Plus loin, un scorpion à la queue recourbée. Une araignée, les pattes en étoile. Un auroch, ce grand bœuf sauvage des plaines, plus farouche que toute bête que l'homme ait jamais menée. C'est un bestiaire entier, un monde sauvage figé dans la pierre. Et remarque bien ceci, car ce détail va devenir capital tout à l'heure. Pas un seul de ces animaux n'est un animal domestique. Aucun mouton paisible, aucune chèvre docile, aucun chien couché. Rien que des bêtes sauvages, libres, dangereuses. Le monde de ceux qui ont sculpté ces pierres était un monde encore tout à fait sauvage. Souviens-toi de cela. Tu comprendras bientôt pourquoi c'est si troublant. Pose-toi maintenant la question qui obsédait l'équipe. À quelle époque tout ceci a-t-il été fait? Et c'est ici que l'histoire bascule pour de bon. Car pour dater un site, l'archéologue ne se contente pas de regarder les pierres. Il cherche, dans les couches de terre qui entourent et qui enveloppent les piliers, des restes de matière vivante. Du charbon de bois, des graines carbonisées, des fragments d'os. Tout ce qui, un jour, a été vivant. Pourquoi? Parce que tout être vivant absorbe, durant son existence, une forme particulière de carbone, un carbone un peu instable, qui se désintègre à un rythme connu et régulier une fois la mort venue. En mesurant ce qu'il en reste dans un échantillon, on peut calculer, avec une bonne marge de certitude, depuis combien de temps cet être a cessé de vivre. C'est la datation au carbone, l'horloge la plus fiable que possède l'archéologie pour remonter le temps. Et c'est cette horloge que l'équipe a interrogée. En a prélève. On a envoyé les échantillons au laboratoire. Et puis on a attendu le verdict des chiffres. Il faut imaginer cette attente, ce moment de bascule. Schmitt avait, depuis des années déjà, le pressentiment que son site était ancien. Tout le lui disait, l'absence de poterie dans les couches, le style des outils de silex, l'allure même des sculptures. Mais le pressentiment d'un chercheur ne vaut rien tant que les chiffres ne l'ont pas confirmé. Et les chiffres, en archéologie, peuvent vous donner tort. Combien de belles intuitions se sont effondrées sous une datation impitoyable. Alors quand les résultats sont revenus, et qu'ils ont non seulement confirmé l'intuition mais l'ont dépassée, repoussant l'âge du site bien au-delà de ce que Schmitt lui-même osait espérer, il a fallu vérifier, recommencer, prélever ailleurs, croiser les méthodes. Car une découverte aussi énorme attire le doute, et c'est sain. La science exige qu'on essaie de se réfuter soi-même avant de crier victoire. Mais les datations ont tenu. Encore et encore. Le site était bien aussi vieux que les chiffres le disaient. Et peu à peu, le doute a cédé la place à une certitude vertigineuse. On tenait là le plus ancien ensemble monumental connu de toute l'humanité. Le verdict est tombé. Et il a dépassé tout ce que quiconque avait osé imaginer. Les couches les plus anciennes du site remontaient à environ 11 000 ans avant notre époque. 11 500 ans, peut-être davantage.
Le sanctuaire avait été commencé vers ce que les spécialistes appellent le 10e millénaire avant notre ère. Reprends ton souffle, parce que ce chiffre, à lui seul, ne te dira rien tant que tu ne l'auras pas comparé à ce que tu crois ancien. Alors comparons. Très longtemps après cette colline, sur une île lointaine du nord-ouest de l'Europe, des hommes dresseront un cercle de pierre qu'on appellera Stonehenge, et le monde entier s'émerveillera de son grand âge. Or Stonehenge sera bâti quelque chose comme 6000 ans après notre colline. 6000 ans. C'est plus de temps qu'il n'en sépare Stonehenge des touristes qui viennent aujourd'hui le photographier. Et les pyramides, ces montagnes de pierre au bord d'une île dont on dit qu'elles touchent à la nuit des temps, entre la première pyramide et cette colline, il s'écoule là aussi près de 7000 ans. Tu m'entends bien. Cette colline est plus loin dans le passé, par rapport aux pharaons, que les pharaons ne le sont par rapport à toi, ce soir. Voilà les 6000 ans de trop. Voilà pourquoi, en lisant ces chiffres, certaines mains ont tremblé. Prends un moment pour laisser ce gouffre de temps s'ouvrir vraiment sous toi, car notre esprit ne sait pas, de lui-même, mesurer de telles durées. 11 000 ans, cela ne veut presque rien dire tant qu'on ne le traduit pas en vie humaine. Alors essaie. Une vie longue, c'est environ 3 générations qui se chevauchent. Toi, tes parents, tes grands-parents. Pour remonter à Göbekli Tepe, il te faudrait empiler, l'une sur l'autre, près de 400 générations. 400 fois un grand-père racontant à un petit enfant les histoires qu'il tenait lui-même de son propre grand-père. 400 maillons d'une chaîne de mémoire, dont chacun a vécu, aimé, peiné, espéré et disparu, sans jamais soupçonner que tu existerais un jour, ni que ces pierres dormaient sous une humble colline. Toute l'histoire écrite, depuis les premières tablettes d'argile, ne couvre qu'environ la moitié de cet abîme. L'autre moitié est un silence total, sans un mot, sans une date, sans un nom. Et c'est de l'autre côté de ce silence, tout au fond, que se dressent les piliers. Compare encore, autrement, pour que le vertige soit complet. Quand les bâtisseurs des pyramides élevaient leurs montagnes de pierre, Göbekli Tepe était déjà, pour eux, un passé d'un éloignement inconcevable. Plus lointain, en années, que les pyramides ne le sont pour nous. Si un pharaon avait pu, par miracle, entendre parler de cette colline, elle lui aurait paru appartenir à une nuit des temps si reculée qu'elle se serait perdue dans la légende. Et pourtant, entre ce pharaon et ses chasseurs anatoliens, l'humanité avait déjà inventé l'agriculture, la poterie, la roue, le métal, l'écriture, les villes, les royaumes. Tout cela tient dans l'intervalle qui sépare Göbekli Tepe des pyramides. Tu mesures, à présent, ces piliers ne sont pas seulement vieux. Ils sont d'avant presque tout ce que nous appelons l'histoire. Et c'est ici que l'énigme se referme comme un piège, et que je dois te dire son nom, à cette colline, puisque tu as été patient. Dans la langue de la région, on l'appelle Göbekli Tepe. Cela signifie quelque chose comme la colline au ventre, ou la colline au nombril, à cause de sa forme arrondie qui gonfle au-dessus de la plaine. Göbekli Tepe. Retiens ce nom, car tu vas le porter avec toi jusqu'à la fin de cette histoire. La ville la plus proche s'appelle Şanlıurfa, une cité ancienne du sud-est de l'Anatolie. Mais ni cette ville, ni aucune ville, n'existait quand ces pierres furent dressées. Et c'est là, exactement là, que se trouve le coup de poignard porté à la vieille histoire qu'on t'a apprise. Souviens-toi. La version sage disait, d'abord l'agriculture, ensuite les villages, et tout à la fin, le luxe des temples. Or Göbekli Tepe est plus ancien que l'agriculture. Ces piliers ont été taillés et dressés par des chasseurs-cueilleurs. Par des gens qui ne cultivaient pas de champs, ne gardaient pas de troupeaux, ne connaissaient ni la poterie, ni le métal, ni la roue, ni l'écriture. Des gens censés être trop occupés à survivre pour bâtir quoi que ce soit de grand. Et pourtant, ce sont eux qui ont soulevé ces géants de calcaire vers le ciel. Laisse cette idée s'installer, parce qu'elle est plus retorse qu'elle n'en a l'air. On avait toujours pensé que pour construire un monument, il fallait d'abord une société complexe, des surplus de nourriture, une organisation, des chefs, des spécialistes. Et que tout cela ne pouvait exister qu'après l'agriculture. Göbekli Tepe renverse la flèche du raisonnement. Ici, le monument vient avant tout cela. Avant les champs. Avant les villages. Avant tout ce qu'on croyait nécessaire pour le rendre possible. Comme si les faits précédaient sa cause. Et Klaus Schmitt, en mesurant l'ampleur de ce paradoxe, a osé formuler une idée renversante,
une idée qui allait faire le tour du monde. Et si l'on s'était trompé de sens depuis le début? Et si ce n'était pas le pain qui avait permis le temple, mais le temple qui avait, d'une certaine manière, appelé le pain? Mais avant d'explorer cette idée vertigineuse, arrête-toi un instant sur le pur prodige technique que représente ce lieu, car il est plus stupéfiant encore quand on songe aux moyens dont disposaient ces bâtisseurs. Imagine la scène, telle qu'elle a dû se dérouler. Quelque part sur ce plateau, il existe une carrière, un affleurement de calcaire où l'on extrait la pierre. Pour détacher un pilier du lit rocheux, il n'y a ni explosif, ni scie de fer, ni grue, ni machine d'aucune sorte. Il y a des percuteurs de silex, des masses de pierre dure, des leviers de bois, des cordes tressées de fibres végétales, et des bras. Rien d'autre. On frappe la roche, des jours durant, pour creuser tout autour du futur pilier une tranchée qui le détache peu à peu de sa gangue. On glisse dessous des pieux, on cale, on pèse à plusieurs sur les leviers, jusqu'à décoller le bloc. Puis, pour l'amener jusqu'à la colline, parfois sur des centaines de pas, on roule sous lui de longs troncs, on tend des cordes auxquelles s'agrippent des dizaines de mains, et l'on hèle, mètre après mètre, au rythme d'un chant scandé qui donne la cadence et fait de toute une foule un seul muscle. Imagine ce chant, cette voix unique qui lance l'appel et toutes les autres qui répondent, un seul souffle, un seul rythme. À chaque temps fort, on tire. Les cordes de fibres tressées cisaillent les paumes, la sueur brûle les yeux, et le géant couché avance par à-coups, refusant parfois de bouger, puis cédant d'un coup dans un glissement qui arrache un cri de joie à toutes les poitrines. Ce chant n'est pas qu'un outil pour synchroniser l'effort. Il est aussi ce qui transforme une corvée épuisante en acte commun, en rite presque, en moment où chacun sent qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui. On ne hèle pas une pierre de plusieurs tonnes en silence et dans la rancœur. On la hèle en chantant, parce qu'on y croit. Et arrive l'instant le plus délicat, le plus dangereux. Dresser le géant. On a creusé au sommet de la colline une fosse, une encoche taillée à même le roc, où la base du pilier viendra se ficher. On glisse l'extrémité du bloc au bord de cette fosse. On passe les cordes par-dessus la large dalle du thé. On tend, on cale des leviers sous la masse, et l'on tire, tous ensemble, au même rythme. Les cordes gémissent. Les pieds dérapent puis trouvent prise. Le géant, sans hâte, se soulève d'un côté. Quelqu'un glisse une cale pour qu'il ne retombe pas. On reprend. Le pilier monte d'un doigt, puis d'une main, puis d'un bras. La sueur ruisselle malgré la fraîcheur du matin. Une corde menace de rompre, on la double en hâte. Et voilà l'instant suspendu, ce moment où le géant n'est plus ni couché ni debout, où il hésite entre le ciel et la terre. Une dernière traction, et la base glisse dans son encoche avec un choc sourd qui résonne dans le sol, dans les pieds, dans la poitrine. Le géant est debout. Songe au cri qui a dû jaillir alors de toutes les poitrines. Songe à la fierté, aux paumes en sang, aux jambes flageolantes. Et songe surtout que tout cela fut accompli par des chasseurs, sans une once de métal, des milliers d'années avant qu'on invente la roue. La prouesse, à elle seule, suffirait à émerveiller. Mais la prouesse n'est encore que la surface du mystère. Pour le sentir vraiment, ce mystère, il faut quitter un instant le terrain sec des datations et des outils, et se laisser glisser dans la peau de ceux qui montaient vers cette colline. Imagine, alors. Imagine que tu es l'un d'eux. La journée s'achève, le ciel vire au cuivre et violet, et tu gravis la dernière pente, le souffle court, non de peur, mais de l'effort long de la marche. Sous tes pieds, la terre est sèche, craquelée par l'été, encore tiède de la chaleur du jour qui vient de glisser derrière les hauteurs. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Devant toi, derrière toi, des silhouettes montent la même pente, courbées sous des fardeaux, des paniers d'osier, des pots roulés, des sacs de grains et de noix ramassés dans les vallées. Vous venez de partout, parfois de très loin, de campements installés à plusieurs jours de marche le long des rivières. Vous parlez des langues qui ne se ressemblent pas tout à fait, mais vous vous comprenez par les gestes, par les regards, par ce savoir commun qui vous a tous conduits ici, vers la même hauteur. Et c'est cela, déjà, qui rend un tel soir extraordinaire. Car dans ce monde, les groupes humains sont petits. Quelques familles, quelques dizaines de personnes au plus, qui se déplacent ensemble au gré des saisons, suivant le gibier et les fruits qui mûrissent. On peut marcher des jours sans croiser un autre clan que le sien. Le monde est vaste et les hommes y sont rares, dispersés comme des graines au vent.
alors se retrouver à plusieurs centaines, peut-être davantage, sur une même colline, autour des mêmes feux. Voilà qui ne se produit que de loin en loin, au grand rassemblement. C'est là qu'on échange des nouvelles, des outils, des récits. C'est là qu'on noue des alliances, qu'on trouve, parfois, celle ou celui avec qui on repartira. C'est là que les clans dispersés se souviennent qu'ils sont un même peuple. La pierre rassemble. La pierre est le prétexte et le cœur de tout cela à la fois. Tu atteins le sommet, et dans la lumière mourante du soir, tu les vois enfin. Les piliers. Ils se dressent contre le ciel, pâles, immenses, plantés dans le sol comme des géants endormis debout. Tu t'approches de l'un d'eux, et tu poses ta paume à plat contre sa surface. Elle est fraîche, à présent que la nuit tombe, lisse là où des mains patientes l'ont polie, rugueuse ailleurs, là où le ciseau de pierre a mordu le calcaire. Tu suis du bout des doigts une arête vive, parfaite, et tu te demandes combien de lunes il a fallu pour donner à ce bloc une forme si nette. Autour de toi, les feux s'allument, çà et là, et jettent sur les pierres dressées des lueurs tremblantes qui semblent leur donner vie. Le renard, sur le flanc d'un pilier, paraît bondir. Les serpents semblent descendre. Et les deux grands géants du cercle le plus proche, tournés l'un vers l'autre, comme deux gardiens d'un seuil, on jurerait, dans cette clarté dansante, qu'ils respirent. Tu baisses la voix sans même y penser. Ton pas se fait plus mesuré. On n'entre pas ici sans une part de crainte. Voilà ce que ces chiffres arides cachent, au fond. Pas une abstraction. Des êtres de chair, fatigués par la marche, émerveillés par leur propre ouvrage, qui se rassemblaient au crépuscule autour de pierres qu'ils avaient eux-mêmes dressées. Et c'est en gardant cette image vivante à l'esprit que la vraie question prend toute sa force. Car voici la question qui doit te tourmenter, maintenant. Pourquoi ? Pourquoi des gens dont la vie entière était suspendue à la chasse et à la cueillette, dont chaque journée était une lutte pour trouver de quoi manger, auraient-ils dépensé une telle énergie, sur des générations, à dresser des pierres qui ne nourrissaient personne, qui n'abritaient personne, qui ne servaient à aucun usage pratique? Il y a là un effort démesuré, un effort qui n'a aucune justification dans la simple survie. On ne creuse pas une carrière à coups de silex, on n'aile pas des blocs de plusieurs tonnes, on ne sculpte pas des renards et des vautours dans le calcaire pour avoir plus chaud ou pour avoir le ventre plus plein. Cet effort-là ne peut s'expliquer que par une chose. Par le besoin. Le besoin de croire, de se rassembler, de célébrer, d'honorer quelque chose de plus grand que soi. En un mot, par le sacré. Et c'est cela, peut-être, le plus grand renversement de Göbekli Tepe. Pas seulement que le temple ait précédé la ville, mais que le besoin spirituel, ce besoin qu'on croyait être un luxe tardif réservé aux sociétés rassasiées, ait pu être au contraire l'un des tout premiers moteurs de l'aventure humaine. Mesure bien ce que cela bouscule. On a longtemps regardé la religion, l'art, le rite, comme des fleurs délicates qui ne pouvaient s'épanouir qu'une fois le terreau de la richesse matérielle bien préparé. D'abord la sécurité, ensuite la beauté. D'abord le nécessaire, ensuite le superflu. Et voilà que cette colline suggère l'inverse, que ce qu'on appelait le superflu était peut-être, en réalité, le plus nécessaire de tout. Que le besoin de sens, le besoin de se relier à quelque chose de plus vaste, n'est pas venu après la survie, comme une récompense, mais qu'il marchait à côté d'elle, depuis le début, aussi vital qu'elle. Pense à ce que cela dit de notre espèce. Nous ne sommes pas des animaux qui auraient, par hasard, développé sur le tard un goût pour le sacré. Nous sommes peut-être, depuis l'origine, des animaux pour qui le sang compte autant que le pain. Des êtres prêts à se priver, à peiner, à dépenser leurs forces pour bâtir l'invisible. Et si c'est vrai, alors ce qui te distingue au plus profond n'est pas ton intelligence pratique, ni ton habileté technique, mais cette étrange fin d'autre chose qui, un soir, a poussé un homme à dresser une pierre vers le ciel. Repense maintenant à ce détail que je t'avais demandé de retenir. Tous les animaux sculptés sur les piliers sont des animaux sauvages. Et ce n'est pas anodin, car cela confirme, dans la pierre elle-même, que les bâtisseurs vivaient bien dans un monde d'avant la domestication. Leur imaginaire entier était peuplé de bêtes libres et dangereuses, parce que c'était le seul monde qu'ils connaissaient. Pas une vache de troupeau, pas un mouton, pas un chien. Le sanglier, le renard, le serpent, le vautour, l'auroch, le bestiaire d'un peuple de chasseurs. Et parmi ces animaux,
Le vautour revient souvent, sculpté avec insistance, ailes ouvertes, parfois au-dessus de formes rondes qu'on peine à interpréter. Or, dans plusieurs cultures anciennes de cette région, le vautour n'est pas une créature répugnante. Il est un passeur, celui qui emporte vers le ciel ce que la vie a quitté. Et sur la colline, les fouilleurs ont d'ailleurs mis au jour des fragments d'os humains travaillés, gravés, façonnés avec soin, en particulier des morceaux de crâne. Plusieurs archéologues y voient la trace d'un culte rendu aux morts, aux ancêtres, aux têtes des disparus. Mais là, il faut être prudent, et les meilleurs chercheurs le sont. Car nul vivant n'a entendu les mots prononcés sur cette colline, et les croyances, à la différence des pierres, ne se fossilisent pas. On peut deviner. On ne peut pas savoir. Et il y a une autre découverte, plus charnelle, qui aide à comprendre comment un tel chantier a pu tenir. Dans la terre qui entoure les piliers, sous les remblais, les fouilleurs ont trouvé des os. Pas quelques-uns. Des os par milliers, par dizaines de milliers. Des os de gazelles surtout, mais aussi d'aurochs, de cerfs, de gibier sauvage de toutes sortes. Brises, brules, regeets. Les restes de festins gigantesques. Imagine ce que cela implique. Pour réunir des centaines de bras et les faire travailler ensemble, des jours, des saisons durant, il faut les nourrir, et bien les nourrir. Ces rassemblements n'étaient donc pas seulement du travail. C'étaient aussi de grandes fêtes, des moments d'abondance où l'on mangeait à satiété, où l'on scellait l'appartenance au groupe par le partage de la viande. On a même retrouvé d'énormes cuves taillées dans la pierre, capables de contenir des quantités impressionnantes de liquide. Et certains chercheurs ont avancé qu'on y faisait peut-être fermenter une boisson à base de céréales, une sorte d'ancêtre très lointain de la bière. L'idée est belle, séduisante, mais elle reste fragile, à manier avec d'infinies précautions, car d'une cuve vide on ne peut faire dire tout ce qu'on voudrait. Reste l'image, elle, vraisemblable, de grands banquets partagés à l'ombre des géants de pierre. Reviens un instant à ce banquet, et laisse-le prendre cher. La nuit est tombée sur la colline, et les feux brûlent par dizaines, jetant leur lueur sur le calcaire pâle des piliers. Les gens se sont assis en larges groupes, épaule contre épaule, fatigués du travail du jour. On se passe des outres d'eau fraîche, et l'eau coule sur les mentons, lavant la poussière. On se tend des galettes denses, faites de grains sauvages écrasés entre deux pierres et cuites sur la braise, rêches, un peu amères, nourrissantes au goût même de ce pays. Plus loin, autour d'un grand feu, on rôtit des quartiers de gazelle, et l'odeur de la viande grillée se mêle à celle de la fumée et du thym écrasé sous les pas. Les conversations montent et descendent comme une mer calme. On parle de la chasse qui vient, des gazelles qui passeront bientôt en grands troupeaux, des récoltes de l'été dans les vallées. On parle des morts de l'année, de ceux qui sont partis, et des enfants qui sont nés. Et au milieu de tout cela, les grands géants de pierre veillent immobiles, baignés de la lumière dansante des feux, témoins muets de cette vie chaude et fragile qui palpite à leurs pieds. C'est dans des soirs comme celui-là, sans doute, que se cimentait l'appartenance au groupe, que des inconnus venus de partout devenaient un même peuple. Et c'est de cette ferveur partagée, de ce besoin de se retrouver et de célébrer ensemble, qu'est née, peut-être, toute la suite de notre histoire. Et c'est là que la chaîne se referme, et que l'hypothèse de Schmitt prend toute sa puissance. Suis bien ce raisonnement. Pour nourrir des foules, festin après festin, saison après saison, au même endroit, il faut une quantité de nourriture qu'aucune chasse seule ne peut garantir de façon fiable. Il faut du grain. Beaucoup de grain. Récolté en abondance, ramené, peut-être gardé d'une fois sur l'autre. Or, où se trouvait Göbekli Tepe? Au cœur d'une région où poussait, à l'état sauvage, l'ancêtre du blé. Le blé que l'humanité apprendra bien plus tard à semer existait déjà là, libre, spontané, dans les herbes hautes des vallées alentours. Alors écoute la chaîne possible que dessine Schmitt. Le besoin de bâtir et de se rassembler crée le besoin de festin. Le besoin de festin crée le besoin de grain en quantité. Le besoin de grain pousse les hommes à récolter ces moissons sauvages de plus en plus forts, à les ramener, à les sélectionner, à les garder. Et un jour, sans même l'avoir décidé, sans même s'en apercevoir, à force de manier ce grain, il commence à le semer. Le chantier appelle le festin appelle le grain, et le grain, au bout du compte, appelle le champ. Le temple aurait ainsi, par ricochet, allumé l'agriculture. Et non l'inverse.
Pour saisir à quel point ce basculement est étrange, il faut comprendre dans quel monde vivaient ces gens, et combien il était loin du nôtre. Tu vis aujourd'hui dans un univers de villes, de routes, de murs, d'objets fabriqués par milliers. Rien de tout cela. Pas de maison de pierre où rentrer le soir. Pas de marché, pas de monnaie, pas de roi, pas de loi écrite. Pas même un champ labouré à l'horizon. Le monde était une étendue sauvage, presque sans trace humaine, peuplée d'animaux libres et de plantes spontanées. Pour manger, il fallait chasser, traquer, attendre des heures à l'affût près d'un gué, ou parcourir les vallées pour cueillir ce qui mûrissait. Rien n'était garanti. Une mauvaise saison de chasse, une sécheresse, et c'était la fin. Dans ce monde-là, chaque jour était une négociation avec l'incertitude, et chaque calorie se payait en effort. Et c'est justement ce qui rend Göbekli Tepe si déconcertant. Car bâtir ce sanctuaire ne rapportait, en apparence, aucune calorie. Aucun abri contre le froid. Aucune protection contre les bêtes. Rien de ce qui aide à survivre. Au contraire, dresser ces pierres coûtait un temps et une énergie immense, prélevés sur celui qu'on aurait pu consacrer à chasser ou à cueillir. C'était, du point de vue de la survie pure, un gaspillage colossal. Et pourtant ils l'ont fait. Génération après génération. Cela seul devrait te dire quelque chose de profond sur ce que nous sommes. Aucun animal ne se prive de nourriture pour ériger un monument. Aucun, sauf celui qui, en plus de son ventre, a quelque chose qui le pousse à donner forme à l'invisible. Quelque chose qui ressemble à de la foi, ou au moins à un besoin de sens si puissant qu'il emporte parfois sur l'instinct le plus élémentaire. Et il faut que tu saches une chose sur le grain dont ils faisaient leur pain, car ce détail est le maillon caché de toute l'affaire. Cette région du sud-est de l'Anatolie est l'un des très rares endroits au monde où poussait, à l'état spontané, l'ancêtre du blé que nous cultivons aujourd'hui. Les généticiens ont d'ailleurs pu remonter cette piste. En comparant les blés modernes à leurs cousins sauvages, ils ont retrouvé la trace de la domestication, et elle pointe vers ces collines précises, à quelques dizaines de lieues de Göbekli Tepe. Autrement dit, ces hommes vivaient au beau milieu du berceau même de l'agriculture future, des millénaires avant qu'elle n'existe. Le blé était là, libre, dans les herbes hautes, prêt à être ramassé à la faucille de silex quand les épis mûrissaient. Ils n'avaient pas besoin de le semer. Ils n'étaient pas encore des paysans. Ils étaient des cueilleurs de moissons sauvages. Et c'est une différence immense, une frontière invisible qu'ils s'apprêtaient, sans le savoir, à franchir pour ne plus jamais revenir en arrière. D'abord le temple, disait Schmitt. Ensuite la ville. Tout l'ordre de la vieille histoire, retourné comme un gant. Si cette idée est juste, alors ce n'est pas le ventre plein qui a permis aux hommes de lever les yeux vers le ciel. C'est au contraire le désir de lever les yeux vers le ciel, le désir de se rassembler autour de quelque chose de sacré, qui les a poussés, sans qu'ils le sachent, à inventer les moyens de se nourrir autrement, et donc à se sédentariser, à bâtir des villages, et de proche en proche, à devenir tout ce que nous sommes devenus. Le sacré comme étincelle de la civilisation. C'est une idée magnifique. C'est une idée vertigineuse. Mais maintenant, il faut que je sois honnête avec toi, comme ce lieu mérite qu'on le soit. Car une histoire trop belle est toujours suspecte, et l'archéologie sérieuse n'aime pas les histoires trop belles. Cette idée, cette hypothèse du temple précédant la ville, n'est pas une vérité gravée dans la pierre. C'est une interprétation. Une interprétation forte, défendue avec brio, qui a renouvelé en profondeur la façon de penser nos origines. Mais d'autres chercheurs l'ont discutée, nuancée, parfois contestée, et c'est ainsi que la science avance, par le doute autant que par la découverte. Depuis la mort de Klaus Schmitt, les fouilles ont continué, et chaque année apporte son lot de questions nouvelles plus que de certitudes. On s'est rendu compte, par exemple, que certaines parties du site sont moins anciennes qu'on ne l'avait cru au tout début. On a découvert des indices suggérant que la vie quotidienne y était peut-être plus présente qu'on ne l'imaginait, qu'il y avait peut-être des gens qui demeuraient là, au moins une partie de l'année, et pas seulement des pèlerins de passage. Le mot même de temple est aujourd'hui discuté avec prudence. Était-ce un sanctuaire pur, ou un lieu mêlant le sacré et l'habitat, le rite et le repas? On ne tranche pas. Le débat reste ouvert, et il le restera sans doute longtemps. Mais ce flottement n'affaiblit en rien le vertige essentiel. Quelle que soit la fonction exacte de ces pierres, elles restent l'œuvre de chasseurs-cueilleurs,
dressé des milliers d'années avant ce qu'on croyait possible. Le coup porté à l'ancienne chronologie, lui, tient toujours. Et puis il y a une chose qu'il faut dire, pour replacer Göbekli Tepe à sa juste place, sans tomber dans les fables. Ce lieu, par son ancienneté et son mystère, attire les rêveurs et les marchands d'histoires extraordinaires. On a entendu dire qu'il aurait été bâti par une civilisation perdue d'une technologie inconnue, ou par des visiteurs venus d'ailleurs, ou qu'il cacherait des messages secrets sur des catastrophes anciennes. Il faut écarter tout cela avec fermeté. Rien, absolument rien dans les fouilles ne soutient ces récits. Et surtout, ces fables font injure à la vérité, qui est bien plus belle. Car la vérité, c'est que ce ne sont pas des extraterrestres ni une race oubliée qui ont bâti Göbekli Tepe. Ce sont des hommes et des femmes en tout point semblables à toi. Avec le même cerveau, les mêmes mains, le même cœur, la même soif de sens. Des gens qui chassaient la gazelle, qui cueillaient le blé sauvage, qui enterraient leurs morts, et qui, par leur seule volonté collective, ont soulevé des montagnes de calcaire. Le vrai prodige n'est pas qu'une magie ait construit ce lieu. C'est que des êtres humains ordinaires, démunis de tout sauf de leur esprit, en aient été capables. Toi, à leur place, avec leurs moyens, tu aurais pu être l'un d'eux. Repose-toi un instant sur cette pensée, car elle a une grandeur tranquille. Ces gens ne savaient ni lire ni écrire. Ils n'ont laissé aucun nom, aucune date, aucun récit. Tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils espéraient, tout ce qu'ils racontaient autour du feu s'est perdu avec leur langue, des milliers d'années avant que le premier signe d'écriture ne soit tracé sur la première tablette d'argile. Nous ne saurons jamais leur visage. Nous ne saurons jamais le son de leur voix. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de te parler, à toi, par-dessus 100 siècles de silence. Pas avec des mots, puisque les mots ont disparu, mais avec la pierre. Avec le renard qui bondit, le serpent qui ondule, les mains jointes des géants sur leur ventre de calcaire. Ils ont gravé leur monde dans la matière la plus dure qu'ils connaissaient, et cette matière a tenu. Elle a traversé l'effondrement de leur culture, l'oubli de leur peuple, l'engloutissement de leur mémoire, et elle est arrivée jusqu'à nous intacte. Peu d'êtres humains, dans toute l'histoire, peuvent se vanter d'avoir parlé à travers 11 000 ans. Eux l'ont fait, sans même le savoir. Reviens un instant auprès d'eux, auprès de l'un de ces sculpteurs, et regarde ses mains. Imagine un homme âgé, accroupi près d'un pilier encore couché, les doigts noueux, les paumes durcies par des années de travail. Il tient un percuteur de silex, un éclat de pierre dure et tranchante, et il frappe le calcaire à petits coups mesurés, sûrs, sans hâte. Sous tes yeux, une forme naît de la pierre. Le bec, d'abord, puis le long cou, puis le corps, puis les pattes repliées. Une grue prend vie sous le silex, surgissant du calcaire comme si elle y avait toujours dormi et qu'on l'éveillait. Tu suis chaque coup, fasciné. Et tu réalises que cet homme porte, dans sa tête et dans ses mains, un savoir transmis depuis des générations. Sans plan dessiné, sans modèle écrit. Rien que la mémoire et le geste répété 1000 fois, transmis de maître à élève, de main à main, à travers le temps. Quand on songe à la finesse de ses reliefs, à la justesse de ses proportions, à la vie qui anime ce bestiaire de pierre, on touche du doigt une vérité qu'on oublie trop souvent. Ces gens n'étaient pas des brutes primitives. C'étaient des artistes accomplis, héritiers d'une longue tradition, capables d'une maîtrise technique et d'une sensibilité que rien, dans les manuels d'autrefois, ne leur accordait. Et l'on aimerait en lui demander, à ce sculpteur, pourquoi la grue? Pourquoi le renard? Pourquoi le vautour aux ailes ouvertes? Que signifiaient ces bêtes pour lui et pour les siens? Étaient-elles des esprits, des ancêtres, des forces de la nature, des signes du ciel? On voudrait connaître les histoires qu'on racontait autour des feux, les noms qu'on donnait aux deux géants centraux, les mots qu'on murmurait en entrant dans les cercles. Mais c'est là que se dresse le mur le plus infranchissable de tous. Car tout cela, le sens, la croyance, le récit, s'est perdu avec la langue de ceux qui l'ont porté. Les savants peuvent mesurer les pierres, dater les os, dessiner les cercles, peser les blocs. Ils ne peuvent pas ressusciter une prière. Et les meilleurs d'entre eux ont la sagesse de ne pas inventer une religion qu'ils ignorent, de ne pas mettre dans la bouche de ces hommes des paroles qu'ils n'ont jamais dites. Le mystère reste mystère. Et c'est peut-être ce que ce lieu a de plus précieux à nous offrir. Non pas des réponses faciles,
mais le respect du silence sur ce qu'on ne saura jamais. Mais comment ces pierres ont-elles tenu si longtemps? Comment des gravures aussi fines, des reliefs aussi délicats, ont-ils pu survivre à plus de 10 000 ans de gel, de vent, de pluie, de pillage possible? Voici l'un des détails les plus étranges et les plus émouvants de toute cette histoire. Car ces pierres n'ont pas survécu par hasard. Elles ont été sauvées. Sauvées par un geste délibéré, accompli par les derniers de ceux qui aimaient ce lieu. À un moment, après des siècles d'usage, les hommes ont cessé de venir à Göbekli Tepe. On ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être les croyances ont-elles changé. Peut-être les groupes se sont-ils dispersés. Peut-être l'agriculture, en s'installant, a-t-elle attaché les gens à leurs champs et vidé de sens ces grands rassemblements d'autrefois. Le monde des chasseurs-cueilleurs s'effaçait, sans bruit, comme s'effacent toutes les choses humaines. Il y a quelque chose de poignant dans cette extinction lente. Pendant des siècles, des générations entières avaient monté vers cette colline, l'avaient enrichie, agrandie, ornée. Le lieu était le cœur de leur monde, le point où les clans dispersés se reconnaissaient comme un seul peuple. Et puis, peu à peu, les visites se sont espacées. Les feux se sont allumés moins souvent. Les cercles neufs ont cessé d'être bâtis. On imagine les derniers fidèles, montant vers un sanctuaire de plus en plus silencieux, où l'herbe gagnait entre les pierres, où les jeunes générations ne voyaient plus tout à fait l'intérêt de tant d'efforts. Peut-être l'agriculture, en attachant chacun à son champ et à son village, avait-elle rendu les grands rassemblements inutiles. Peut-être de nouveaux dieux, de nouvelles façons de croire, avaient-ils pris la place des anciennes. On ne le saura jamais. Mais au lieu d'abandonner les cercles aux intempéries, au lieu de les laisser s'écrouler et se disperser, ces gens ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et puis, un jour, le sanctuaire a disparu sous la terre. On a longtemps pensé que ces hommes l'avaient enseveli de leurs propres mains, comblant les enceintes de terre, de gravats, d'ossements, de débris, jusqu'à enfouir les géants sous une colline de remblais, en un geste volontaire et réfléchi, comme on borde un être aimé une dernière fois. Des fouilles récentes nuancent ce tableau. Une part de ce remblai pourrait venir aussi de l'érosion et de l'accumulation lente des siècles. On ignore le sens exact de ce geste. Était-ce pour protéger le lieu sacré des regards? Pour clore un cycle, accomplir un dernier rite, dire adieu à un monde qui s'achevait? Le mystère, ici encore, garde son silence. Mais ce geste a eu une conséquence immense, presque miraculeuse. En enfouissant les pierres, ces gens les ont protégées. La terre les a mises à l'abri du gel, du vent, de l'érosion, des pillards. Elle les a gardées intactes, gravures comprises, renards et serpents et vautours et mains jointes, jusqu'au jour, des millénaires plus tard, où Klaus Schmidt et son équipe sont venus, à leur tour, dégager le calcaire de sa gangue de terre. Songe au vertige de cette boucle. Ce que des chasseurs ont dressé, d'autres chasseurs l'ont enterré avec amour, et des archéologues, 100 siècles après, l'ont ramené à la lumière. La boucle est si vaste qu'aucune vie humaine ne peut la contenir. Et nous, ce soir, nous en sommes le dernier maillon. Laisse cette boucle tourner un instant dans ton esprit, car elle a une beauté grave. Des hommes ont dressé ces pierres dans la ferveur, persuadés de bâtir pour l'éternité. D'autres hommes, leurs lointains descendants, les ont couchés sous la terre dans une autre ferveur, peut-être celle de l'adieu. Puis le temps a passé. Tant de temps que la mémoire même du lieu s'est effacée, que plus personne ne savait ce qui dormait là, sous l'herbe rase et les cailloux. Des bergers ont mené leurs troupeaux sur la colline sans rien savoir. Des chercheurs distraits l'ont effleuré et sont repartis. Et puis, un jour, des mains sont revenues, armées de pinceaux et de truelles, et ont commencé à rendre les géants à la lumière. Entre le premier geste et le dernier, il y a 11 000 ans. Entre celui qui a sculpté le renard et celui qui l'a redécouvert, il y a tout le poids de l'histoire humaine. Et pourtant, le renard est le même, demeuré intact, bondissant dans le calcaire comme au premier jour. Le temps, qui efface tout, a échoué à l'effacer. Il y a là, pour qui veut bien y songer, une consolation immense, que certaines choses, parfois, traversent l'oubli et nous reviennent, porteuses de la main qui les a faites. Klaus Schmidt, lui, n'a pas vu la fin de son œuvre. Il y a consacré près de 20 années, patient, méticuleux, dégageant cercle après cercle, mesurant, dessinant, comprenant peu à peu l'ampleur de ce qu'il avait trouvé.
Puis il s'est éteint, en 2014, sans avoir épuisé les secrets de la butte. Il y a une justice étrange dans ce destin. Cet homme avait dit, le premier jour, qu'il pouvait soit s'en aller, soit consacrer sa vie à cette colline. Il a tenu parole jusqu'au bout. Il y a laissé ses forces, ses années, et l'essentiel de son œuvre de chercheur. Et le plus juste, peut-être, c'est qu'il n'en a pas vu la fin, parce qu'il n'y a pas de fin. La colline qu'il a réveillée continue de livrer ses secrets à ceux qui ont pris sa suite, exactement comme les bâtisseurs anciens ont transmis leur ouvrage inachevé à leurs descendants. Schmitt est devenu, à sa manière, un maillon de plus dans la longue chaîne de ceux qui se sont penchés sur ce lieu sans jamais le posséder tout à fait. Car c'est peut-être le détail le plus fou de tous. La plus grande partie de Göbekli Tepe dort encore sous la terre. Les sondages et les relevés du sous-sol suggèrent qu'il existe bien plus d'enceintes que celles qu'on a dégagées. Une part énorme du sanctuaire reste intacte, enfouie, attendant d'autres mains, d'autres regards, d'autres générations de chercheurs. Les techniques modernes permettent aujourd'hui de sonder le sous-sol sans creuser, en mesurant les variations du sol ou en cartographiant ce qui se cache sous la surface, et ces relevés dessinent, sous la colline encore close, la silhouette d'enceinte qu'aucune main n'a touchée depuis 11 000 ans. Songe à cela un instant. Sous tes pieds, si tu te tenais là-haut, dormiraient des géants de pierre que personne, depuis l'âge des chasseurs, n'a contemplé. Des cercles entiers, des sculptures peut-être inconnues, des renards et des serpents qui attendent, dans le noir, qu'on vienne les réveiller. La plus grande partie de la découverte est encore devant nous. Le travail commencé n'est pas fini, et il ne le sera pas avant longtemps. Comme du temps de ces bâtisseurs, la colline demeure un chantier que personne ne verra achevé, une œuvre qui se transmet de main en main par-delà les vies et les siècles. Et aujourd'hui, le site est reconnu, célébré, protégé, salué comme un trésor de l'humanité tout entière. Des gens du monde entier viennent s'y tenir, silencieux, devant ces piliers qui les regardent depuis le fond des âges. Et l'on commence à comprendre, depuis peu, que Göbekli Tepe n'était peut-être pas seul. Dans la même région du sud-est de l'Anatolie, d'autres collines ont livré des piliers semblables, des sculptures de même style, des enceintes parentes. Tout un réseau de sites paraît avoir partagé, à cette époque reculée, une même tradition, un même langage de pierres et de symboles. Ce qu'on prenait pour une anomalie isolée, une bizarrerie unique surgit de nulle part, ressemble de plus en plus à la trace d'un monde entier, d'une culture vaste et cohérente, qui s'épanouissait là il y a 11 000 ans, à l'aube de tout. Göbekli Tepe ne sera alors pas un miracle solitaire, mais la fenêtre la mieux conservée sur une civilisation perdue de chasseurs-cueilleurs, une civilisation qui avait son art, ses rites, ses symboles communs partagés sur des dizaines de lieues, et dont nous commençons à peine à soupçonner l'étendue. Et là encore, méfions-nous des mots qui en disent trop. Parler de civilisation, pour des chasseurs-cueilleurs sans ville ni écriture, c'est tendre le sens du mot jusqu'à sa limite. Mais comment appeler autrement un monde qui partageait, sur de vastes territoires, un même langage de forme, les mêmes piliers hantés, le même bestiaire sculpté, les mêmes façons d'ériger et d'enfouir le sacré? Il y avait là une culture commune, une manière partagée de voir le monde et de l'honorer, qui circulait de colline en colline bien avant qu'aucune route ne soit tracée. Ce que nous prenions pour le balbutiement informe de la préhistoire ressemble de plus en plus à un monde structuré, raffiné, traversé de réseaux d'échanges et de pensées. Un monde adulte, à sa façon, est bel et bien perdu. Chaque coup de pioche, dans cette région, recule un peu plus loin les frontières de ce qu'on croyait connaître du commencement. Et il est une dernière hypothèse, parmi les plus belles et les plus prudentes, qu'il faut évoquer ici, parce qu'elle relie ces pierres au grand ciel sous lequel tu reposes ce soir. Pour un peuple de chasseurs-cueilleurs, le ciel nocturne n'était pas un vide. Il était un livre, peuplé de figures, de chemins et de présences, qu'on apprenait à lire dès l'enfance. C'était une horloge et un calendrier tout à la fois. Aux figures dessinées par les astres, on savait quand reviendraient les pluies, quand passeraient les troupeaux de gazelles, quand mûriraient les épis dans les vallées. Le ciel guidait toute la vie. Alors certains chercheurs se sont demandé si les cercles de pierre, en bas, ne répondaient pas, d'une certaine manière, aux cercles d'en haut. Si la disposition des piliers, la direction vers laquelle regardaient les deux géants centraux, ne gardait pas la trace d'un lever d'étoiles, d'un point précis de l'horizon où le soleil se montre à tel jour de l'année. Peut-être. Le conditionnel s'impose ici plus que jamais,
car il est bien trop facile de projeter sur des pierres muettes les figures qu'on a déjà dans la tête, et l'archéologie sérieuse se méfie de ces alignements trop parfaits. Mais l'idée demeure, séduisante, que ce sanctuaire ait pu être aussi une façon d'ancrer dans le sol le mouvement du ciel, de relier le bas et le haut, la terre des vivants et la voûte des astres. Et c'est là, peut-être, le plus émouvant. Car le ciel qu'il contemplait était presque exactement le même que celui qui te couvre cette nuit. Les étoiles que tu peux apercevoir, par une nuit claire, loin des villes, sont les mêmes lumières que fixaient ces hommes accroupis devant leurs pierres, il y a 11 000 ans. Le monde, en bas, a changé du tout au tout. Les forêts, les peuples, les langues, les croyances, tout s'est transformé 1000 fois. Mais le ciel, lui, est resté presque fidèle, ses figures à peine déplacées par la lente dérive des âges. Quand tu lèves les yeux vers une étoile, tu poses ton regard exactement là où posait le leur. Et entre vous, il n'y a que le temps. Rien d'autre. Le même appétit de comprendre, sous la même voûte, à travers 100 siècles de silence. Songe maintenant à ce que tout cela signifie pour l'histoire que tu te racontes sur toi-même, sur ton espèce. On aime se figurer la préhistoire comme une longue nuit confuse, une enfance brutale de l'humanité, peuplée d'êtres frustes courbés sur leur survie, sans pensée, sans art, sans grandeur, en attendant que la lumière de la civilisation ne se lève enfin avec les premières cités. Göbekli Tepe dynamite cette image. Des milliers d'années avant la première ville, des hommes qui n'avaient ni écriture, ni métal, ni roue, possédaient déjà une vie spirituelle riche, une organisation sociale capable de mobiliser des foules, un art raffiné, une pensée symbolique complexe, et le désir, ce désir si chevillé au corps de l'homme, de bâtir quelque chose qui leur survivrait. La grandeur n'a pas attendu la ville. Elle était là, déjà, dans le cœur de chasseurs qui levaient les yeux vers les étoiles. Et cela devrait changer le regard que tu portes sur tous ces gens sans nom qui t'ont précédé, sur cette immense chaîne d'ancêtres anonymes au bout de laquelle tu te trouves, ce soir, allongé dans le calme. Car voici le vrai cœur de cette histoire, celui vers lequel tout convergeait depuis le début. Göbekli Tepe n'est pas seulement une découverte archéologique. C'est une question posée à toute l'humanité, et c'est une question qui te concerne, toi. Qu'est-ce qui, vraiment, nous a fait ce que nous sommes? Qu'est-ce qui a transformé une espèce d'animaux errants en bâtisseurs de cités, en traceurs d'écriture, en lecteurs d'étoiles? La vieille réponse disait, le besoin. La faim, le froid, la nécessité de survivre. L'estomac, d'abord. Göbekli Tepe murmure une autre réponse, plus troublante et plus belle. Peut-être que ce qui nous a fait, ce n'est pas seulement le besoin, mais aussi le rêve. Pas seulement le ventre, mais aussi l'esprit. Pas seulement la faim de pain, mais la faim de sens. Ces chasseurs n'avaient aucun besoin pratique de dresser des géants de pierre. Ils l'ont fait quand même, parce que quelque chose en eux, quelque chose d'invisible et d'irrépressible, les y poussait. Et c'est ce quelque chose, peut-être, qui est le vrai moteur de toute l'aventure humaine. Or ce quelque chose, tu le portes en toi. C'est le même. À 11 000 ans de distance, à travers l'effondrement de tous les mondes qui se sont succédés entre eux et toi, c'est exactement le même élan qui battait dans la poitrine de ces bâtisseurs et qui bat dans la tienne. Le besoin de comprendre. Le besoin de relier ce qui est en haut et ce qui est en bas. Le besoin de se rassembler autour de quelque chose de plus grand que soi. La curiosité qui te tient éveillé, cette nuit, à écouter l'histoire d'une colline lointaine, à vouloir savoir d'où tu viens et ce qui t'a fait, c'est la descendante directe de la curiosité qui a poussé un chasseur, il y a 110 siècles, à graver un renard dans le calcaire et à dresser une pierre vers le ciel. Tu es relié à lui. Pas par le sang, peut-être, mais par quelque chose de plus profond encore, par cet appétit de sens qui définit ton espèce depuis l'aube. Alors laisse cette pensée t'accompagner, à présent, tandis que le calme te gagne. Quelque part, dans le sud-est de la Turquie, sur une colline au ventre arrondi, des géants de calcaire se tiennent debout dans la nuit, comme ils le font depuis des milliers d'années, le renard, la grue, le vautour figé pour l'éternité dans leur danse de pierre. Ils ont été dressés par des mains qui ressemblaient aux tiennes, animés par un cœur qui ressemblait au tien. Ils ont vu mourir le monde qui les avait créés. Ils ont été enfouis avec amour, puis oubliés pendant 100 siècles, puis ramenés à la lumière. Et ils continuent, en silence, de poser au monde leur immense question.
La même que tu te poses, au fond, sans toujours la formuler. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui nous a fait? La faim ou le ciel? Le besoin ou le rêve? Tu n'as pas trouvé la réponse cette nuit. Personne ne l'a encore trouvée tout à fait, et c'est peut-être très bien ainsi. Car le plus beau cadeau de Göbekli Tepe, ce n'est pas une certitude. C'est une question vivante, ouverte, qui relie un homme allongé ce soir dans le noir à un chasseur agenouillé devant une pierre, il y a 11 000 ans, au commencement de tout. Vous regardez, lui et toi, dans la même direction. Vous cherchez, lui et toi, la même chose. Et il y a, dans cette parenté par-delà l'abîme du temps, quelque chose d'un calme infini. Tu n'es pas seul, ce soir. Tu es le dernier maillon d'une chaîne immense, tenue par des mains anonymes depuis le fond des âges, une chaîne dont le premier maillon a dressé des géants de pierre vers les étoiles, sans nom, sans gloire, mais avec, au cœur, exactement le même feu que celui qui veille en toi. Repose-toi, maintenant. La colline veille. Les géants montent la garde, comme ils le font depuis le début, comme ils continueront longtemps après cette nuit. Leur question ne s'éteint pas, mais elle ne pèse pas non plus. Elle flotte au-dessus de toi, douce et vaste comme le ciel qui couvrait la plaine d'Anatolie il y a 11 000 ans, le même ciel, les mêmes étoiles, sur le même appétit de comprendre. Tu peux laisser ton esprit s'attarder une dernière fois sur cette image. Les pierres pâles dans la nuit. Le renard qui bondit pour toujours. Le grand silence du plateau. Et toi, ici, relié à tout cela par le seul fil de ta curiosité, ce fil qui ne s'est jamais rompu en 11 000 ans. Tout est en paix sur la colline au ventre du monde, sur Göbekli Tepe. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.